Bonsoir et merci de rester fidèle au programme de la télévision Futur Média, 20h à Dakar et partout au Sénégal, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, le monde de la presse en deuil. Le journaliste Mamles Camara nous a quittés tôt ce matin. Un baobab s'en est allé, une large fenêtre consacrée à la disparition de notre confrère et collègue. Les témoignages sont unanimes. Mamles Camara était la réincarnation de l'éthique et de la déontologie. Le chef de l'État était à Touba ce samedi pour présenter les condoléances au khalife général des Mourites suite au rappel à Dieu de son épouse Sorna Daba Diallo. Macky Sall a profité de l'occasion pour féliciter le patriarche de Darou Minam dans sa mission de raffermir les liens entre les familles religieuses. Aujourd'hui, les quartiers de Kharialla, de Cité Bastos, de la gendarmerie Front de Terre et de Castor privés d'électricité depuis ce matin. La raison, une entreprise qui intervient dans cette zone a endommagé les installations. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir à tous. Parlons d'abord de la disparition du journaliste Mamles Camara ce samedi chez lui à Scat Urbam. C'est la consternation et la tristesse. Sa famille profondément attristée reçoit les condoléances et sollicite des prières. C'est un reportage de Mambiram Diouf et de Ababakar Camara. Du défunt, tristesse et désolation, Mamles Camara, un grand homme, sa disparition crée un vide immense. C'est un jour vraiment triste pour la presse sénégalaise, pour la presse mondiale, surtout pour la presse africaine. Parce qu'on a perdu un homme d'honneur, un patrimoine du Sénégal. Son beau-frère, le journaliste Pape Amadou Gueye, qui a eu aussi le privilège d'être formé par Mamles Camara, salue son travail. Voilà un homme qui nous disait toujours, par rapport des relations entre la presse et les hommes politiques, qui nous disait souvent que les hommes politiques, il faut les rencontrer, il ne faut pas les fréquenter. Voilà un homme effacé, un brillant intellectuel qui aimait son travail, qui ne badinait pas avec sa déontologie. Et aujourd'hui, si nous regardons les journalistes qu'il a formés, particulièrement ceux-là même qui sont à TFM, qui sont passés entre ses mains, les valeurs qu'ils produisent à l'antenne ou bien dans le landerneau médiatique témoignent à suffisance de la qualité de l'homme qui était Mamles Camara. Reconnaissante, la famille exprime sa gratitude envers toute la nation pour la compassion exprimée. Je lance les remerciements à l'endroit de Youssou Ndour, du président Macky Sall. Je dis que je ne trouve pas les mots pour dire je remercie tout le Sénégal. Alhamdoulilah. Disparu à l'âge de 67 ans, tout son parcours, Mamles Camara a su incarner les valeurs nobles. Mam Biram Diouf, la disparition de Mam Alunles Camara, c'est un baobab de la presse sénégalaise qui s'en est allé. Les témoignages restent unanimes. Mamles Camara, comme l'appelaient affectueusement tous les journalistes qu'il a eu à former, était l'incarnation de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Il a beaucoup fait pour contribuer à la liberté de la presse au Sénégal, mais surtout, Mamles Camara était un modèle d'humilité et de dignité dans sa corporation. C'est un reportage de Fatima Touré et de Yaya Diallo. Le réveil a été brutal pour la presse sénégalaise. Mam Alunles Camara s'en est allé, laissant derrière lui une presse orpheline. Décrit comme étant un modèle du journalisme, Père Lès, comme l'appelait affectueusement la jeune génération, était l'incarnation de l'éthique et de la déontologie dans la profession. C'est une grosse perte d'un journaliste, d'un homme qui incarnait toutes les qualités d'une bonne personne, c'est-à-dire la bienveillance, la rigueur, la bonté, l'humilité. Il m'envoyait ses chroniques, mais il insistait pour que je les corrige. C'était juste une manière de me dire qu'un journaliste ne doit pas écrire sans être lu ou sans être lu. On devait faire un reportage à Castor sur les poulets.
la vente de poulet. Je l'ai fait un reportage avec beaucoup de bruitage. Le caquettement des poulets, les vendeurs, les contacts, l'ambiance dans le marché que j'ai restitué dans mon reportage. Et dès qu'on l'a diffusé, Mamlès a bondi de son bureau et est venu me voir, me dit jeune homme, tu m'as réconcilié avec le journalisme radio. C'est excellent. Le lendemain, si le ministre est venu dans son bureau, Mamlès a demandé qu'on me recrute. Voilà comment je suis entré à Walf FM. C'est lui qui m'a recruté, Mamlès Camara. Source d'inspiration et modèle pour beaucoup de journalistes, Mamlès, un point de repère dans le journalisme. Il dit souvent, qu'un journaliste ne doit pas fréquenter les hommes politiques. Il doit les rencontrer. Tout cela, il le disait parce qu'il ne voulait pas certaines compromissions, il ne voulait pas certaines amitiés peut-être qui pourraient impacter de façon négative sur la profession, sur la marche de la profession de journalisme qu'il aimait beaucoup. Mamlès Camara était un homme équilibré et un homme d'équilibre. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais savoir de quel côté il était, mais il était du côté de la population. Mamlès Camara, quand il était à la RTS, il avait une émission qui s'appelait Face à Face, mais c'est là-bas que l'abbé Diamecourt Senghor, qui était secrétaire général du MFDC, qui réclamait l'indépendance de la Casamance, a été interviewé. Une interview de grande facture. Tous les politiciens qui passaient dans les émissions de Mamlès Camara, mais il se préparait avant d'y aller, parce que Mamlès avait des questions précises. Cisaillé, il était un professionnel jusqu'au bout des ongles. Mamlès est certes parti, mais son œuvre doit être maintenue et valorisée pour les générations futures. J'estime que Mamlès Camara a beaucoup produit. Quand il était à Walfadjri, il écrivait une chronique tous les lundis qui s'appelle sous le pseudonyme d'Abdou Sow. Il a fait des productions littéraires, il a fait des émissions. Je pense qu'on doit aujourd'hui rassembler tout ce que Mamlès a eu à faire comme patrimoine. Exhumer, le produire en livre radio, audio. J'estime que ce n'est pas lui seul. Il y a les Eugénie Aou, il y a les Momar Ndiaye, il y a les Momar Sini Ndiaye, tous les grands journalistes qui ont fait des choses intéressantes ensuite, les Babacar Touré. On doit créer ce que Tchadou Cissé a proposé, une encyclopédie de ces grands journalistes. Oui, humble, il était Mamlès Camara et c'est pour cela, c'est toute la presse sénégalaise qui est en deuil. Et selon ses proches collaborateurs, il était quelqu'un de très engagé, très ouvert d'esprit, un homme qui a aimé beaucoup partager sa connaissance. Des témoignages sur la personne viennent de partout depuis l'annonce de son décès ce matin au CESTI où il enseignait. Mamlès Camara à la radio depuis plus de 20 ans. Enseignants, amis, étudiants disent avoir perdu quelqu'un de bien, un vrai professionnel des médias. C'est un reportage de Moussa Mané et de Pape Sangone Mbaye. Est-ce qu'il y a une personne dans ce monde qui peut dire qui était Mamlès Camara? C'est extrêmement difficile. Le peu que nous savons de lui, c'est que c'était un homme bon, très généreux, toujours prêt à répondre à l'appel de l'autre. Humilité, générosité et sincérité. C'est un grand homme qui vient de quitter ce bas monde. Le rappel à Dieu de Mamlès Camara laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes qui l'ont connu. Il a collaboré pendant plus d'une décennie au CESTI en tant que formateur. Et beaucoup de journalistes qui actuellement sont devenus des journalistes chevronnés sont passés entre ses mains, notamment en radio. Et pour ce qui concerne le formateur, c'est d'abord un excellent pédagogue. J'ai reçu un très grand choc en apprenant cela. Pourquoi? Parce que si tu as l'habitude de côtoyer quelqu'un pendant de si longues années, on était ensemble, le temps que nous passions ensemble, on ne le passait même pas avec nos propres familles. Vous voyez, donc d'un coup, on vous annonce sa mort, on ressent toujours quelque chose. Il était un homme d'une honnêteté intellectuelle avérée, témoignent ses proches, un vrai passionné de la radio. Il avait cette manière de dispenser ses cours de radio, qu'on pourrait qualifier d'être une pédagogie par l'expérience. Il partageait beaucoup d'anecdotes. Parlons maintenant de son parcours et de sa vie. Son nom rimé, comme je l'ai dit tantôt, à l'éthique et à la déontologie. Il fait partie de la 6e promotion du CESTI. Mamlès Camara, un journaliste formateur, Père Lès, comme l'appelaient affectueusement ses fils issus de la presse. Son portrait est signé par Farah Nyinga. Avant l'indépendance, dans la vieille ville de Rufisque, dans le quartier de Kerikaou, issu d'une famille modeste,
Mamles Camara était un homme d'une taille imposante et d'une peau noire, avec un sourire légendaire. Le simple énoncé de son nom suscite le respect. Il était la représentation de l'éthique et de la déontologie. Un homme de foi et de conviction très intègre, il a commencé sa carrière à la RTS après avoir obtenu une licence en philosophie à l'UCAD. Il a été admis au Centre d'études des sciences et technologies de l'information dans les années 80. Il faisait partie de la 6e promotion. Mamles fait partie de cette génération d'étudiants du CESTI qui ont perfectionné leur formation au Canada avant de revenir au pays exercer leur métier à l'ancienne RTS. Il a aussi fait les beaux jours de Walfadjri. Mamles a aussi dirigé les radios Environnement FM et Océan FM avant de signer un contrat avec le groupe Futur Média il y a 3 ans de cela pour maintenir le leadership du groupe. Mamles a aussi été affecté à Saint-Louis où il a côtoyé des personnalités de la radio. C'est dans le Nord aussi où il a rencontré sa compagne, celle qui allait partager sa vie et lui donner des enfants. En plus de ses fils biologiques, Mamles en a adopté d'autres au sein de la communauté journalistique. Beaucoup d'entre eux l'appellent affectueusement Perles. Avec une courtoisie incommensurable, il était un grand éditorialiste et chroniqueur. Le Sénégal a perdu un de ses dignes fils, plus particulièrement la presse. Une belle plume, un grand professeur est parti à jamais. Pape Farah Nying, alors Mamles Camara était jusque-là directeur de la rédaction de TFM. Il y a 3 ans, le monument de la presse sénégalaise paraphait son contrat avec le groupe Futur Média en présence du directeur général, mais aussi du président du conseil d'administration, Youssou Ndour. Mamles Camara. Avec la complicité de la régie, nous allons écouter ces propos qu'il prononçait donc en tant que directeur de la rédaction Morceau Choisi. Le président directeur général, on s'est rencontrés une première fois, c'était pour des relations à la limite bilatérales. Je devais lui servir de conseiller. Et puis, chemin faisant, l'idée de cette relation s'est affinée progressivement au point que j'en suis maintenant à devoir réfléchir, diriger, exécuter des tâches quotidiennes à la tête de la rédaction. Voilà donc comment cela évolue. Le défi, c'est tout simplement quand on fait la course, il n'y a qu'une seule place. C'est la première. C'est donc de m'insérer dans une équipe qui gagne déjà et à apporter ce que je peux le plus honnêtement possible jusqu'à épuisement de mes forces pour ce travail-là. C'est ça le défi, faire en sorte que, comme on le dit souvent au CESTI, on peut ne pas être le premier de la promo, mais ne jamais avoir honte de la qualité du travail que l'on fait. Et ici, malheureusement, ou heureusement, il y a de place que pour le premier de la promo. Ce travail, je l'ai trouvé en place. J'essaie moi-même de m'insérer le plus harmonieusement et le plus efficacement possible et dans une équipe qui gagne déjà. Et j'avoue que ce n'est pas facile, mais l'équipe est compétente. Les mots de Mamles Camara qui fait partie donc de la 11e promotion du CESTI. Et puis retenez, chers téléspectateurs, que la levée du corps est prévue demain, dimanche à 10h à l'hôpital principal de Dakar, suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. Parlons d'autre chose maintenant. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances aujourd'hui au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, suite au rappel à Dieu de Sokhna Daba Diallo, son épouse. Il a saisi l'occasion pour féliciter le patriarche de Darou Minam dans sa mission de raffermir les liens entre les familles religieuses et son engagement à accompagner la ville sainte de Touba en droite ligne avec la volonté de Serigne Touba Khadim Rassoul. C'est un reportage de Balagueye.
Endeuillé jeudi dernier par la perte d'une de ses épouses, le président Macky Sall a tenu à présenter personnellement ses condoléances au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Accompagné d'une délégation restreinte, le président Sall a montré toute sa compassion à la communauté mouride suite au rappel à Dieu de Sokhna Daba Diallo. ba mu xewee rek la yëkkati téléphone ñu jokkoo si waaye dara mënuloon remplacer samay tànk fii sa wet. Quand la nouvelle est tombée, j'ai pris le soin de vous appeler, mais je tenais également à présenter les condoléances de la République en personne. Vous êtes tout pour moi en tant que votre fils, alors il fallait que je fasse ce déplacement. Nous avons espoir en vous parce que vous êtes l'avenir du Sénégal. Nous prions pour que le Tout-Puissant vous accorde de longue vie pour tout ce que vous faites pour l'islam et le pays en droite ligne avec les recommandations de Serigne Touba Khadim Rassoul. Continuez naa li nga naal Serigne Touba. Une occasion pour le khalife général des Mourides de se féliciter de cette marque d'estime de la part du président Sall, souligne son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre en ces termes. Le khalife général des Mourides se félicite de votre engagement à le soutenir à tout moment. Il vous l'a rappelé tout à l'heure à l'intérieur. Il a d'ailleurs rendu de vibrants hommages à la défunte Sokhna Daba Diallo. Aujourd'hui, votre relation, rappelle-t-il, est toujours en haut lieu et rien ne pourra le changer. Il a pris conscience de vos gestes en direction des talibés et des travaux de Serigne Touba Khadim Rassoul, à qui il vous confie encore. Venu présenter ses condoléances au patriarche de Darou Minam en compagnie du ministre de l'Intérieur et du tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, le président Macky Sall a pris congé de la ville sainte de Touba devant la forte mobilisation de ses militants et sympathisants. Un reportage signé Pape Balaguey Hariala, cité Bastos, gendarmerie, front de terre et Castor, privés d'électricité depuis ce matin. Désagréments causés par les travaux sur la route du front de terre. Une situation qui les indispose et les techniciens de la Sénélec déportés sur les lieux alertent sur les agressions notées sur le réseau de transport du courant et appellent bien entendu les entreprises qui interviennent dans ce secteur à être prudents par rapport aux installations électriques. Nous écoutons à ce propos Alun Fall, c'est le chef de la distribution Dakarville au micro de Dissa Prera et de Alun Diagne. C'est l'entreprise qui travaille pour ONAS, pour la ONAS ou SDE, en tout cas pour Sino Hydro. Le sous-traitant de ONAS, qui a eu quand même à effectuer des excavations et qui a fait le post-transfo, qui s'est affaissé. Aujourd'hui, nous avons une interruption de service depuis ce matin et qui va se poursuivre certainement parce que ce poste-là doit être déplacé pour qu'on puisse reprendre le service. Aujourd'hui, nous assistons dans la ville de Dakar et région dans beaucoup d'agressions de nos ouvrages, du réseau HTA. Je veux parler des câbles qui sont enterrés, je parle du réseau aérien aussi, et des postes de distribution qui sont causés souvent par des concessionnaires qui travaillent dans le secteur. 2022, nous avons subi plus de 400 agressions dans Dakar et région. Cette année, nous sommes au mois d'avril, on a reçu un peu plus d'une centaine d'agressions. Ces agressions plombent les efforts que l'État avait consentis pour remettre à niveau la production, le transport et la distribution d'énergie électrique. Allons maintenant dans la région de Thiès, à Pout plus précisément, et c'est pour parler de la colère des populations de Niakhat, un village à cheval sur la commune de Pout, et celle de Keur Mousse. Ces populations sont très remontées contre les autorités. L'usine de recyclage de batteries à plomb implantée dans la localité qui avait suscité les manifestations avait été fermée, mais les habitants du village sont surpris de voir l'usine reprendre ses activités. Ils
Ces populations donc se sont réunies pour exiger la fermeture définitive de l'usine et le retrait de l'attestation qui leur permet donc de faire leurs activités. Cette usine, selon ces populations de Niakhat, a un impact négatif sur la santé des populations et leurs activités agricoles. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et de Latir Seye. Ils sont relais communautaires, chefs de village, agriculteurs de la zone des Niayes pour Ndiakhat, Kermousse, Pout. Ces acteurs ont tiré la sonnette d'alarme en marge d'une rencontre d'échange avec des experts en environnement, des associations des droits de l'homme, selon le porte-parole des populations de Ndiakhat. Les conséquences qui résultent de l'implantation de cette usine de recyclage de batteries à plomb sont désastreuses. Il y avait d'abord une toxicité alarmante, ce qui avait suscité la fermeture. Ce que nous avons vu là-bas, il n'y a pas eu de décontamination. Comment on peut s'attendre à ce que 2 ou 3 mois après, il revient sur sa décision et donne une nouvelle autorisation pour qu'il continue le travail. La coordonnatrice du CADEX exhorte le gouvernement à délocaliser cette usine pour éviter d'éventuels risques et catastrophes naturelles. Des études ont été réalisées, des études d'impact environnemental, et les populations ont été sensibilisées également sur le niveau de risque et d'impact négatif sur la santé des populations, leur bien-être, leurs activités agricoles. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour discuter et trouver des stratégies de lutte pour arriver vraiment à la fermeture de cette usine jusqu'au retrait même de l'attestation qui leur avait été délivrée. Ces populations de Ndiakhat qui en sont à leur énième sortie promettent de mobiliser toutes les populations de la zone des Niayes autour d'une grande marche pacifique dans le cadre de la lutte contre ce mal. L'ASPRIC, l'association sénégalaise des polyarthriques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, est une association qui existe depuis 2018 mais reconnue d'utilité publique en 2021. Elle regroupe environ 200 membres. Entre les conséquences donc désastreuses de cette maladie dans la vie professionnelle et celle de tous les jours et une prise en charge quasi inexistante, les malades vivant dans la souffrance, et c'est presque au quotidien des médicaments très cher. Et puis à Dakar, Thiès et Saint-Louis, nos reporters sont allés à la rencontre de ces patients qui ont trouvé un peu de réconfort à travers l'entraide. C'est un reportage de Sorna Natamba et Cheikh Anta Diop, Ousseynou Diop, image Yaya Diallo. Oui, on devient des malades experts, comme on l'appelle. À première vue, Ndeye Ngossé semble en parfaite santé. Elle se tient droite et monte les escaliers sans difficulté apparente. Et pourtant, elle fait partie de ces personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire chronique auto-immune qui atteint les articulations et les détruit peu à peu. Au début, je pensais que j'avais une entorse parce que j'avais mal aux pieds, j'arrivais pas à marcher. Mais comme je voyais pas, j'ai pas mémoire d'un accident ou de quelque chose qui m'est arrivé. J'ai fait une IRM, j'ai fait aussi... je suis allée voir un médecin. La maladie l'a contrainte à quitter son poste de directrice administrative et financière dans une société et a précipité la fin de son ménage. C'est une maladie, tu te réveilles le matin, tu ne peux pas te lever, tu peux rester au lit pendant presque 1 heure de temps pour pouvoir rassembler tes forces et pouvoir te lever. Et c'était un peu décourageant. Parce que j'étais dans une société jeune et très dynamique. Je pense que ça a un peu précipité mon divorce avec lui. Mais bon, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas vraiment la cause, mais qui est une des causes quand même. À Saint-Louis, au quartier Pikine, habite Darofal, une polyarthritique également. La souffrance, c'est son quotidien. Et plus aucune activité depuis des années. J'ai des douleurs tout le temps, surtout la nuit. Parmi les symptômes, vous voyez, mes mains et mes pieds qui sont déformés. Je sens des douleurs partout dans le corps. J'ai arrêté toutes mes activités. Je faisais de la couture et depuis des années, je ne fais plus rien, même dans la maison. D'ailleurs, j'étais allaitée depuis 4 jours.
Comment gérer une maladie qui vous cloue au lit pendant des heures ou des jours si ces 3 enfants en sont également atteints? Ça, c'est la vie de Leïssa Diakhaté, qui habite à Thiès. Et le plus difficile, c'est l'absence de spécialistes dans plusieurs régions, comme Thiès ou même Saint-Louis. Si on doit voir le médecin spécialiste, on est obligé d'aller jusqu'à Dakar. Et c'est très compliqué. Quand tu piques une crise, tout ce que tu veux, c'est être assisté. Et une fois à l'hôpital, on vous dit qu'on ne peut pas vous prendre en charge. C'est très difficile. Je peux dire depuis ma naissance, mais ça s'est manifesté lorsque j'avais 12 ans, 10 ans à peu près. Il se manifeste par des douleurs articulaires au niveau des pieds, des genoux, des coudes, partout dans, je peux dire. Mes parents ont dépensé plus de... Je ne peux pas... Dans certains pays développés, la polyarthrite est considérée comme un handicap, avec une prise en charge totale. Au Sénégal, on est très loin d'un tel niveau d'assistance. C'est très compliqué la prise en charge. Parce que c'est une maladie qui coûte assez cher, puisque de toute façon c'est une maladie chronique, c'est toute la vie. Les médicaments peuvent ne pas être chers, mais disons que les bilans qu'il faut faire chaque 3 mois, non, ça crève c'est complètement compliqué pour une personne en tout cas qui n'a pas trop les moyens. C'est la croix et la bannière. C'est un combat de tous les jours, pour toute une vie. Certains ont perdu leur travail, d'autres leur conjoint ou les deux en même temps. Et ceux qui n'ont pas encore entamé une vie professionnelle ou un ménage craignent le pire. Un très beau reportage de Sorna Natambaye. La journée nationale de la secrétaire commémorée ce vendredi. Le thème de cette année porté sur l'assistance de direction face aux défis et l'intégration des compétences numériques. Une occasion pour les femmes de dénoncer certaines pratiques et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Je vous propose d'écouter la présidente de l'Association nationale des secrétaires du Sénégal, Fatou Diop Sok, est interrogée par Moussa Mané et Pape Sangone Mbaye. Quand on parle d'assistante de secrétaire, il y a d'abord ce qui est primordial, c'est l'accueil. Une machine ne peut pas accueillir une personne ou un être humain. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait quelqu'un à l'accueil pour pouvoir filtrer, faire entrer et ressortir les visiteurs. Un patron qui n'a pas d'assistante qui est là, son travail en pâtira. Donc nous ne sommes vraiment pas du tout inquiétés par rapport à l'évolution des machines et de la digitalisation et de tout ça. Sur le plan salarial, sur les horaires de travail, il y a beaucoup de choses que nous aimerions discuter et essayer de trouver des solutions à ces problèmes. En politique, les femmes de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle en conférence de presse ce samedi au siège du Parti socialiste saluent l'appel au dialogue du président Macky Sall et l'invitent à se présenter à la présidentielle de 2024. La présidente des femmes de Benno, Ndeye Marième Badiane, salue sa démarche pour un Sénégal émergent mais aussi de paix. Ndeye Marième Badiane au micro de Mame Biram Diouf sur les images de Aline Diagne. Les femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle saluent la main tendue du président, du chef de l'État, à l'ensemble des forces vives de la nation. Le dialogue est le seul gage pour la paix et la stabilité de notre pays. Son Excellence, le président Macky Sall, l'a si bien compris. Et depuis qu'il est à la tête de ce pays, il n'a de cesse d'inviter tous les acteurs au dialogue, mais dans le respect des lois et règlements de notre cher pays. Les femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle invitent toutes les forces vives de la nation, et particulièrement l'opposition, à répondre favorablement à l'appel du président de la République pour un dialogue franc et sincère, si et seulement si c'est l'intérêt général qui les motive. Un dialogue franc pour joindre nos forces avec pour objectif l'invite à tous les acteurs concernés à travailler pour la paix sociale et au consensus sur des bases solides de démocratie.
Un mot de culture dans ce journal, un forum international a réuni 60 directeurs de musées africains et européens de 38 pays. L'objectif de cette première édition est de définir et de mettre bien entendu en œuvre un ambitieux programme de partenariat multilatéral entre les musées d'Afrique et d'Europe. Ces experts ont posé les jalons de la création d'un cadre d'échange et d'entraide afin de nouer les liens durables entre musées et renforcer bien entendu leur rôle dans la société. C'est un reportage de Ibou Diouf et de Lamine Diagne. L'objectif de cette première édition est de mettre en place un réseau mondial qui pourra mettre en œuvre un ambitieux programme de partenariat multilatéral, mais surtout à long terme, de partenariat entre les musées d'Afrique et d'Europe. Jusqu'à présent, il y a très peu d'interactions, il n'y a pas de plateforme pour un échange des expériences entre les musées africains. Et donc ça c'est le premier but. Et le deuxième but est de renforcer le partenariat entre les musées africains et les musées européens. On a décidé vraiment de faire notre introspection collective. On se met ensemble, on essaie de faire un diagnostic très critique d'ailleurs des relations muséales que nous avons eues depuis plusieurs décennies et de dire maintenant comment nous repartons dans un monde global. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de penser maintenant le futur de nos relations. Et nous allons réfléchir autour de problématiques communes. 60 directeurs de musées africains et européens de 38 pays se sont retrouvés. C'était dans le cadre d'un forum international dont l'objectif est de mettre en place un réseau mondial des musées. Votre communauté a fait des progrès considérables, a interrogé sa trajectoire et initié des changements profonds. Et sous l'impulsion de l'UNESCO et de l'UCOM, vous avez réussi à rencontrer les fonctions des musées qui doivent participer à l'éducation formelle et informelle et à l'apprentissage tout au long de la vie à travers le développement et la transmission du savoir. Les directeurs de musées ont défini un ensemble de priorités, tel un programme, afin de se lancer à la recherche de décideurs et de bailleurs internationaux. Il s'agit aussi de nouer des liens durables entre les musées et renforcer leur rôle dans la société. Merci Ibou Diouf. Parlons maintenant sport. Football CAN U17 en Algérie. L'équipe nationale du Sénégal de la catégorie débute sa compétition ce dimanche à partir de 13h face au Congo. Ce sera bien entendu dans le groupe A. Une rencontre très difficile en perspective selon le sélectionneur Serigne Salioudia qui évoque la bonne préparation du Congo et le manque d'informations sur les adversaires du Sénégal dans ce premier groupe. Je vous propose de le regarder. Il y a Congo qui a fait pas mal de sorties en Europe et quand les joueurs ça va être très difficile. Et il ne faut pas oublier que c'est des jeunes joueurs et en tout cas l'appréhension de bien débuter la compétition. Donc tous ces facteurs feront que c'est un match extrêmement difficile. Maintenant il va falloir qu'on essaie de bien débuter cette compétition. Je pense que ça va être très important de bien débuter. Là on n'a aucune information des adversaires. Sérieusement on est venu avec zéro information. On va essayer durant le match. On essaie d'aller se double casquette de voir comment l'adversaire joue et comment ça fait notre équipe. C'est ça la difficulté dont j'ai dit au début. Voilà, mais là, comme je vais commencer, on aura l'occasion de voir les uns et les autres. On pourra voir les forces et les faiblesses des adversaires. Et là, on pourra plus ou moins une stratégie pour pouvoir avoir une bonne position dans ces rencontres. C'est important qu'ils soient imbues des valeurs nationales, comme on dit. Parce que c'est à cet âge qu'on les apprend à aimer le pays, à aimer le drapeau, à se battre pour le pays. Et je pense que ça fait qu'il faudra qu'ils soient compétitifs, très compétitifs, qu'ils soient. Voilà, parce que ce qui est important, c'est l'attitude qu'on doit montrer dans le terrain. Nous, on insiste aussi l'attitude qu'on doit avoir dans le fighting spirit, dans la façon de jouer, dans la façon de se battre sur les ballons. Je pense que s'il arrive à faire ça, il y a le talent, il y a la technique, il y a beaucoup de choses pour faire quelque chose. Et puis la Fédération de triathlon a tenu son assemblée générale élective aujourd'hui. Une occasion pour présenter des rapports d'activité annuels et de renouveler le bureau. À la tête de cette instance depuis son existence, le président Boubacar Gueye est reconduit à son poste. Il promet de nouvelles étapes dans le développement de la discipline au Sénégal. C'est un compte rendu de Cheikh Sadibou Diarra et de Lamine Diagne.
À la tête de la Fédération sénégalaise de triathlon, le président sortant est réélu par consensus par la vingtaine de clubs de cette activité sportive de 3 disciplines, natation, cyclisme et sprint, lors de l'Assemblée générale élective. En fait, au niveau triathlon, nous sommes dans une famille. C'est pas que moi-même, aujourd'hui, je souhaitais me reposer. Mais je suis obligé de rester parce que c'est la volonté des amis qui sont avec moi, mais des jeunes que nous encadrons. Et on ne peut pas abandonner la barque à chemin. Une instance adoubée par la tutelle. Cela montre vraiment de l'existence de la bonne gouvernance dans ces fédérations-là, qui sont des délégatés de pouvoir. Mais aussi, au niveau des représentations au niveau international, nous voyons que le président de la fédération est au niveau de l'instance africaine, il est aussi au niveau de l'instance mondiale. Et ce n'est pas que parce que c'est le Sénégal, mais c'est parce que peut-être il a abattu un excellent travail. En 10 années d'existence au Sénégal, le triathlon se positionne au niveau national et international, sans aussi manquer de perspectives. Le Sénégal commence à connaître le triathlon au niveau national. Beaucoup de régions. Nous sommes sortis à Saint-Louis, à Louga, à Kaffrine, à Ziguinchor, à Cap Skirring. Au niveau international aussi. Je pense que nous commençons en tout cas à gagner notre place, la place qui est au Sénégal. Nous avons des champions d'Afrique dans toutes les catégories, et avec les hommes et les femmes, les jeunes. Donc je pense que nous sommes satisfaits. Aujourd'hui, le Sénégal est respecté. Boubacar Gaye et son équipe fédérale ont 4 années pour atteindre ces objectifs, surtout la pratique du triathlon dans toutes les régions du Sénégal. Un grand merci à vous, cher Sadibou Diarra, pour cet élément qui met un terme à ce 20h. Merci à Pape Maguette et à toute l'équipe qui a réalisé donc ce 20h. Dissa Prera pour la coordination de ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter ce soir. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 20h pour un autre point d'actualité. Mais d'ici là, restez scotchés, connectés sur la télévision Futur Média.